Petite note avant de commencer, quelques petits soucis techniques se sont glissés lors du montage. Il peut y avoir de très légers décalages audio-vidéo à certains moments et de petites variations dans la qualité du son. Rien de grave, tout reste clair et compréhensible. Merci pour votre compréhension et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Ose Immigration Canada. Je suis Rachel Amessi, votre consultante réglementée en immigration canadienne et québécoise. Alors aujourd'hui, je voulais vraiment revenir avec vous sur cette année 2025 qui tire à sa fin, mais qui a vraiment été une année charnière en matière d'immigration. Ça n'a pas été juste des petits ajustements ou des petites annonces, ça a été vraiment un changement complet de direction de la part de nos gouvernements qui va influencer toutes les personnes qui sont déjà là, mais aussi toutes les personnes qui souhaitent venir plus tard. Donc, les étudiants, les futurs étudiants, les travailleurs, les futurs travailleurs, les employeurs, les demandeurs d'asile ou les futurs demandeurs d'asile, cette vidéo-là est pour vous. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'on verra aussi comment se préparer intelligemment pour 2026. C'est parti! L'une des annonces les plus importantes qu'il y a eu en 2025, c'était la réduction de la proportion des résidents temporaires par rapport à la population totale. Là, ce que veut le gouvernement, c'est 5% de résidents temporaires d'ici 2027. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2024, on était à 7,5% de résidents temporaires. Alors, c'est quand même une grosse différence. Ça représente quand même des millions de personnes. Qu'est-ce que ça signifie? Qui va être touché? Tous les résidents temporaires, c'est-à-dire les étudiants, les travailleurs, même les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, ils arrivent ici, ils ont un permis de travail. Donc là, les procédures vont aller très très vite et ça a déjà commencé. Ça concerne aussi les personnes qui sont déjà sur le territoire et qui veulent renouveler leur statut ou leur permis. Il faut se mettre dans la tête que le gouvernement, qui était déjà quand même assez exigeant avant, va l'être encore plus. Il faut vraiment que, si vous êtes déjà là ou si vous comptez venir, que votre dossier soit solide. Une lettre d'invitation solide, des preuves de fonds solides, une expérience professionnelle solide. Là, mon mot d'ordre, c'est solide. C'est comme ça qu'il faut se préparer pour 2026. Je sais que beaucoup d'entre vous hésitent un peu avant de se diriger vers un avocat ou un consultant en immigration parce que ça peut être un peu coûteux des fois. Mais croyez-moi, c'est important de vous faire accompagner parce que vous vous assurez d'avoir un dossier solide, vous vous assurez que la personne qui vous accompagne fasse tout pour que votre dossier soit le plus crédible et le plus solide possible. Et ça évite bien du stress. Et ça évite aussi parfois des refus. Donc pensez-y. Le système étudiant a vraiment été repensé dernièrement. Le Canada limite le nombre d'étudiants internationaux. Donc, chaque province maintenant a un quota bien précis d'étudiants internationaux, ce qui n'a pas fait l'affaire bien sûr des universités car les étudiants internationaux payent beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment une mine d'or en moins pour les universités, mais voilà, c'est comme ça. Donc, les conséquences, c'est quoi? C'est que il y a beaucoup plus de refus. Les places sont rares, donc vos dossiers encore une fois doivent être solides et irréprochables. À partir du 1er janvier 2026, le Québec augmente de façon importante la capacité financière minimale exigée pour les étudiants étrangers. Le montant pour une personne seule passera à 24 617 $. Pour comprendre la différence, jusqu'au 31 décembre 2025, un étudiant devait démontrer seulement 15 508 $. C'est donc une augmentation de presque 9 000 $ pour refléter beaucoup mieux le coût réel de la vie au Québec. Pourquoi cette hausse? Parce que le gouvernement veut s'assurer que les étudiants qui viennent au Québec ont réellement les moyens de couvrir leurs besoins essentiels et pour réduire les situations de précarité qu'on a vues ces dernières années. Ce nouveau seuil s'appliquera à toutes les nouvelles demandes de sélection temporaire pour études déposées à partir du 1er janvier 2026. En résumé, si votre projet d'études commence en 2026 ou après, attendez-vous à devoir démontrer une capacité financière beaucoup plus élevée qu'avant. Le permis de travail post-diplôme, il y a eu quand même pas mal de changements, notamment l'admissibilité du permis de travail post-diplôme. Il faut savoir que pour avoir un permis de travail post-diplôme, pour ceux qui ne savent pas, il faut avoir fait donc des études comme son nom l'indique, mais pas n'importe lesquelles. Alors là, maintenant, il y a une liste bien précise des programmes qui font que vous êtes admissible au permis de travail post-diplôme. Je pourrais vous mettre le lien de la page officielle dans la description, comme ça vous aurez
tous les détails. Ce qui est important, c'est de choisir la bonne filière et la bonne école qui vous permettront d'accéder au permis de travail post-diplôme. Parce qu'il faut savoir que le permis de travail post-diplôme, c'est vraiment une passerelle vers la résidence permanente pour ceux qui veulent bien sûr rester. Donc c'est important que, avant que vous choisissiez votre école, vous vous renseignez sur les programmes qui vous emmèneront au permis de travail post-diplôme, mais aussi de choisir l'école. Parce que ce n'est pas toutes les écoles qui font que vous êtes admissible au permis de travail post-diplôme. Donc, je pourrais vous mettre tous les liens en description, ça vous fera beaucoup de lecture. Désolée, mais c'est vraiment important que vous sachiez comment chercher. Il y a aussi d'autres critères pour le permis post-diplôme. Mais si vous voulez, dites-moi en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo vraiment juste sur le permis post-diplôme et ses critères d'admissibilité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est la durée du permis de travail post-diplôme. Donc, tous ceux qui vont faire doctorat, master, baccalauréat, donc bac plus, comme on dit, bac plus 3. Si vous avez fait un minimum de 8 mois, que vous avez respecté la durée du programme, vous aurez un permis de travail post-diplôme d'une durée de 3 ans, même si votre programme était inférieur à 2 ans. Si vous avez fait un autre programme, donc pas de master, pas de baccalauréat, pas de doctorat, on vous donnera la durée de votre programme. Mais il faut que vous ayez fait un minimum de 8 mois. Donc si vous avez fait un programme d'1 an, vous aurez un permis de travail post-diplôme d'1 an. Je vous mettrai encore une fois tout ce qu'il vous faut dans la description de la vidéo. Concernant les évaluations d'impact sur le marché du travail, donc ça c'est pour les personnes qui ont un permis de travail fermé, donc lié à un employeur. Donc il faut faire une évaluation d'impact sur le marché du travail pour être sûr que ce travailleur étranger ne remplace pas un résident permanent ou un Canadien dans le cadre de ce travail. Donc là, c'est surtout au Québec qu'il y a eu un gros changement dans la communauté métropolitaine de Montréal. Les demandes d'évaluation d'impact sur le marché du travail ont été pour les bas salaires, c'est-à-dire, en tout cas pour l'instant, les salaires de moins de 34,62 $ ont été complètement arrêtés, donc ne sont plus étudiés par le gouvernement. Donc, si vous êtes dans la région de Montréal ou Laval, si vous voulez faire une demande d'évaluation d'impact sur le marché du travail avec un salaire en dessous de 34,62, ça ne sera pas du tout étudié. Et cette mesure-là a été prolongée jusqu'en décembre 2026. Donc c'est très compliqué parce que beaucoup de personnes voient leur permis de travail fermé, donc lié à leur employeur, expirer bientôt. Ils n'ont pas la possibilité de refaire une évaluation d'impact sur le marché du travail parce que les employeurs ne peuvent pas les augmenter, ne peuvent pas passer au-dessus de 34,62. Beaucoup de ces personnes-là en fait, ne voient plus d'avenir ici et devront rentrer chez elles. Donc c'est pas facile. Le gouvernement refuse également de traiter les demandes d'évaluation d'impact sur le marché du travail pour des postes à bas salaire dans les régions métropolitaines de recensement, les RMR, qui ont un taux de chômage de 6% ou plus. Et cela vaut pour plusieurs provinces du Canada. Je vous mettrai également le lien en description. À partir du 17 décembre 2025, une nouvelle obligation va s'appliquer aux employeurs québécois qui recrutent des travailleurs étrangers temporaires. Toutes les entreprises qui ont 25 employés ou plus, sauf les exploitations agricoles, devront maintenant prouver qu'elles respectent le processus de francisation de l'Office québécois de la langue française lorsqu'elles déposent une demande d'évaluation d'impact sur le marché du travail au Québec. Pourquoi? Parce que le gouvernement veut s'assurer que les employeurs qui recrutent des travailleurs étrangers temporaires respectent bien les règles de la Charte de la langue française. Et ce n'est pas tout. La même exigence s'appliquera aussi aux employeurs qui demandent une validation d'offres d'emploi dans le cadre du PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés du Québec. En résumé, si une entreprise veut embaucher de la main-d'œuvre étrangère, elle doit être conforme aux obligations linguistiques du Québec. Il y a aussi eu des changements au niveau des permis de travail ouverts qui sont donnés aux conjoints. Avant, n'importe quel conjoint pouvait demander un permis de travail ouvert si le demandeur principal était un étudiant international ou
un travailleur, mais depuis le 21 janvier 2025, les règles ont un peu changé. Maintenant, il faut que l'étudiant international soit en doctorat ou soit inscrit à un programme de maîtrise de minimum 16 mois ou à un programme professionnel admissible. Alors généralement, les programmes professionnels qui sont admissibles, c'est ceux qui forment les étudiants à des métiers qui font partie des secteurs en pénurie de main-d'œuvre au Canada. Alors si le demandeur est un travailleur étranger temporaire, le conjoint peut demander un permis de travail ouvert seulement si le métier du demandeur principal du travailleur fait partie des catégories d'emplois appartenant à l'affaire 0 et 1, qui sont généralement des emplois très qualifiés, ou des emplois appartenant à l'affaire 2 et 3, mais seulement si ce sont des secteurs en pénurie de main-d'œuvre ou qui font partie des priorités gouvernementales comme l'éducation, la science, la santé, la construction, etc. Et pour le travailleur, il est important de prendre en note que son permis de travail doit avoir une validité restante de 16 mois lorsque son conjoint fait sa demande pour le permis de travail ouvert. Le Québec, ça a vraiment été compliqué 2025. Il y a eu énormément de changements. Là, il y a un programme qui a disparu, un programme qui était l'espoir de beaucoup de gens pour rester ici. Donc, le programme de l'expérience québécoise, le PEQ, qui a été officiellement supprimé le 19 novembre 2025, alors qu'il devait peut-être faire son retour à peu près à cette même date, en tout cas à la fin novembre. Donc on nous a prévenus quelques jours avant que c'était terminé. Le PEQ permettait d'aller à la résidence permanente. Ils ont mis un nouveau programme en place qui est le PSTQ, programme de sélection des travailleurs qualifiés, qui remplace donc le PEQ et qui sera maintenant l'unique voie pour avoir accès à la résidence permanente au Québec. Et ce qui est un peu différent du PEQ, c'est que le PSTQ fonctionne avec des rondes d'invitation, alors que le PEQ, il fallait juste envoyer son dossier, il était étudié, et puis si vous étiez admissible, vous aviez la résidence permanente. Le PSTQ, il faut attendre d'être invité. Et là, avec les dernières nouvelles de notre ministre de l'Immigration, ils vont privilégier les personnes qui sont en région. Donc les personnes qui sont dans la communauté métropolitaine de Montréal n'auront pas une invitation tout de suite. Ils vont privilégier les personnes en région, et il y a beaucoup de personnes à Montréal et aux alentours qui, faute de pouvoir appliquer au PQ, ont appliqué au PSTQ et attendent toujours une invitation à la date d'aujourd'hui. Il n'y a eu qu'une ronde d'invitation. Dans chaque volet du PSTQ, il y a 4 volets dans le PSTQ et le programme a été ouvert en juillet. Autant vous dire que c'est compliqué parce que les rondes d'invitation sont complètement aléatoires et les gens en fait ne savent pas s'ils vont être invités à déposer une demande de résidence permanente, et beaucoup voient leur permis de travail expirer bientôt. Ça a été vraiment un coup de massue. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de manifestations pour le rétablissement du PEQ. Il y a plusieurs programmes pilotes qui vont venir en fait à expiration en janvier 2020. Le programme de transformation alimentaire, de préposé aux bénéficiaires, le programme de IATI et effet visuel. Tous ces programmes-là, qui étaient une voie pour la résidence permanente, seront définitivement supprimés en janvier 2026. Beaucoup de mauvaises nouvelles pour le Québec. On a vraiment l'impression que le Québec pousse un peu les gens à la porte. Mais pour ceux qui veulent venir, encore une fois, il n'y a rien qui est impossible. C'est juste que c'est devenu un peu plus technique et beaucoup plus exigeant. Mais c'est toujours possible. Vous pouvez nous contacter. On sera ravis de vous donner des conseils et de vous accompagner dans votre démarche d'immigration au Québec et au Canada, si vous préférez aller hors Québec. À partir du 17 décembre 2025, le Québec modifie les exigences scolaires pour ces 3 programmes destinés aux gens d'affaires, les investisseurs, les entrepreneurs et les travailleurs autonomes. Désormais, pour être admissible, il faudra avoir au minimum un diplôme équivalent à un diplôme d'études secondaires, un diplôme d'études professionnelles, une attestation de spécialisation professionnelle ou une attestation d'études collégiales. Donc, même pour les programmes d'affaires, le Québec exige désormais un niveau de scolarité de base.
Autre changement important, les personnes qui vivent déjà au Québec et qui ont créé ou repris une entreprise avec un permis de travail lié à un emploi donné en tant que propriétaire peuvent maintenant déposer une demande dans le programme des entrepreneurs pour obtenir la sélection permanente. En résumé, le Québec resserre les critères scolaires, mais ouvre la porte à ceux qui sont déjà ici, qui ont un permis de travail pour gérer leur propre entreprise et qui souhaitent s'établir de manière permanente. Une information concernant également le parrainage des conjoints et conjointes et aussi des enfants à charge de plus de 18 ans, c'est suspendu au Québec depuis juin 2024 car le Québec a atteint son quota de demande d'engagement. Ça devrait reprendre normalement en juin 2026. Au niveau des délais pour les conjoints qui sont à l'extérieur du Canada et que vous voulez parrainer au Québec, on est à un délai de 37 mois, soit 3 ans. Pour les conjoints qui sont déjà au Canada et que vous les parrainez au Québec, pareil, c'est 37 mois de délai. C'est très très long et ça c'est pour les personnes qui n'ont pas encore déposé de demande. Il faudra trouver des solutions alternatives si vous ne voulez pas attendre tout ce temps. Comme solution, il y a la possibilité de faire venir votre conjoint ou votre conjointe avec un visa visiteur, en tout cas pour les conjoints qui vivent actuellement à l'extérieur du Canada. C'est une possibilité, mais il faut savoir que le visa visiteur, qui est normalement de 6 mois, devra être renouvelé tous les 6 mois. Mais sachez que avec un visa visiteur, votre conjoint ou votre conjointe ne pourra pas travailler légalement. On peut en parler, vous pouvez m'écrire, prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse regarder ensemble ce qui peut être fait dans votre situation. Pas mal de changements aussi chez les demandeurs d'asile. Premièrement, on a noté une baisse importante des demandes d'asile en 2025. De janvier 2025 à juillet 2025, on a noté une baisse d'environ 34%. Si on compare avec l'année 2024 à la même période, on attribue cette baisse de demande d'asile à plusieurs choses. La fermeture du chemin Roxham. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce chemin, c'est un chemin qui se trouve à la frontière des États-Unis et du Canada. Et beaucoup de gens qui venaient des États-Unis passaient par ce chemin-là pour aller au Canada et demander l'asile. Pourquoi? Parce que comme c'était un point d'entrée non officiel, ils pouvaient demander l'asile au Canada. Alors que, à cause de l'entente des tiers pays sûrs, quand quelqu'un vient des États-Unis pour demander l'asile au Canada, normalement il est inadmissible, sauf exception, bien entendu. Cette baisse de demande d'asile également en 2025 est sûrement due au resserrement de l'accès à un visa pour les résidents temporaires, alors que ce soit les étudiants, les travailleurs ou les visiteurs ressortissants de n'importe quel pays. Il y a eu énormément de refus, ce qui fait que effectivement il y a eu moins de demandes d'asile parce que les personnes qui viennent au Canada pour demander l'asile ou celles qui même après un temps qui sont au Canada demandent l'asile, elles viennent avec un visa, donc visiteurs, étudiants ou travailleurs. Donc on sent vraiment de la part d'Ottawa une volonté d'être plus strict, d'être plus sélectif et d'être plus rapide. On a fait aussi une observation au niveau de la section de protection des réfugiés, ça c'est la première instance quand vous demandez l'asile. On a observé une augmentation de 42% de décisions rendues. C'est énorme. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que voilà, les traitements sont beaucoup plus rapides, mais ça signifie aussi qu'il y a beaucoup plus de renvois. Et en effet, on a pu remarquer que à partir du moment où on recevait la décision de rejet de la demande d'asile, la notification pour la date de renvoi arrivait très très vite. On a vraiment l'impression que Ottawa veut écrémer le plus vite possible. Alors également, ce qui s'est passé, c'est que les demandeurs d'asile avaient accès à des hôtels pour demandeurs d'asile qui étaient bien sûr financés par le gouvernement. Donc depuis le 30 septembre 2025, c'est terminé. Le gouvernement a mis fin à cette aide-là. J'ai gardé le plus gros pour la fin en ce qui concerne les demandeurs d'asile. Il y a le projet de loi C12. Alors, c'est un projet qui est encore en discussion active au niveau du gouvernement. Alors c'est un texte vraiment qui pourrait changer complètement la manière dont l'immigration fonctionne au Canada. C'est une loi pour moderniser la gestion des frontières, mais en pratique, ça donnerait beaucoup plus de pouvoir aux autorités. Ça limiterait certaines protections et surtout, ça rendrait plus difficile l'accès à la demande d'asile pour certaines personnes. Par exemple, quelqu'un qui vit au Canada depuis plus d'1 an ne pourrait pas demander l'asile. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui changerait la donne. Le projet prévoit aussi plus de partage d'informations entre agences. C'est pour ça qu'il y a plusieurs organisations de défense qui alertent. Elles disent que ça pourrait davantage exposer les personnes vulnérables et même mener à des renvois injustifiés si on n'est pas vigilant. Comme je vous ai dit au début, cette loi n'est pas encore votée.
passée, elle n'est pas encore en vigueur, mais il faut vraiment surveiller ça de près car il y a quand même un gros risque qu'elle passe. Donc pour vous, futurs demandeurs d'asile peut-être, n'attendez pas quand vous arrivez ici au Canada, si c'est l'asile dont vous avez besoin, si vous avez besoin de protection car vous êtes en danger dans votre pays, demandez l'asile le plus tôt possible et faites-vous accompagner aussi parce que ça devient vraiment compliqué. Il faut un dossier solide, vraiment solide. Ne sous-estimez pas ce que peut faire un avocat ou un consultant en immigration pour vous. Le système est en train de changer et on veut que vous soyez protégés et que vous fassiez correctement les choses et surtout au bon moment. Et comme j'aime bien le dire, vous n'êtes pas seul, il y a des solutions, il y a des options et tant que vous êtes bien accompagné, vous pouvez avancer avec confiance. Passons maintenant au programme économique. Le programme Entrée Express, qui est le programme par excellence pour avoir la résidence permanente hors Québec, réoriente ses tirages. Alors les francophones, même si c'est hors Québec, les francophones, si vous avez un super niveau en français, vous avez une chance d'être invité. Bien sûr, il faut que vous soyez admissible, mais les francophones, on le voit en poupe vraiment hors Québec. Il y a aussi les personnes du secteur de la santé, les personnes des TI et aussi les métiers spécialisés. Le Canada veut vraiment augmenter ses communautés francophones hors Québec. Il vise un 9% de francophones en 2026, un 9,5% en 2027, un 10,5% en 2028 et un objectif final de 12% en 2029. On pourra finir cette vue d'ensemble de 2025 avec une excellente nouvelle. Le 21 novembre 2025, la loi C3 a été adoptée. La loi C3, c'est une réforme importante de la citoyenneté au Canada. Concrètement, la loi C3, elle corrige une injustice générationnelle. Jusque-là, si un Canadien naissait à l'étranger, il perdait le droit de donner la citoyenneté à ses enfants eux-mêmes nés à l'étranger. C'est ce qu'on appelait la limite de la première génération. Avec cette loi, cette limite est levée. Les enfants et même les petits-enfants de Canadiens nés à l'étranger pourront obtenir la citoyenneté canadienne par filiation. Il faudra cependant que le parent prouve un lien substantiel avec le Canada, soit 3 ans de présence physique cumulée avant la naissance de l'enfant ou avant l'adoption. Pour répondre à certaines questions qu'on me pose parfois après tous ces changements, c'est est-ce que c'est encore possible de venir au Canada? Le Canada ne ferme pas ses portes, c'est juste qu'il sélectionne davantage. Là, il vise vraiment la qualité plutôt que la quantité. C'est pour ça que je répète encore, je suis désolée, mais il faut vraiment que votre dossier soit solide et crédible. Le Canada a toujours été reconnu comme une terre d'accueil. Ça fait quand même plus de 20 ans que c'est l'une des destinations les plus ouvertes à l'immigration dans le monde. Et pourquoi? Parce que la population canadienne vieillit, il y a de nombreux départs à la retraite. Et donc le pays a toujours besoin d'une main-d'œuvre technique, compétente, qualifié et essentiel pour continuer à prospérer. Le Canada, il a aussi bâti un système d'immigration assez transparent avec de nombreux programmes. On en a un peu parlé. Il y a Entrée Express, il y a le programme des candidats des provinces, il y a le parrainage familial, il y a les permis d'études, il y a les programmes qui sont propres à la province du Québec. Donc c'est autant de portes, autant de voies vers la résidence permanente et par la suite vers la citoyenneté. Beaucoup de personnes, des millions de personnes sont venues ici par ces lois-là et ils ont bâti aujourd'hui une vie au Canada. Mais voilà, en 2025, on en a parlé, le gouvernement a réagi car on avait atteint un nombre de résidents temporaires record. Donc il y a eu des réformes, des nouvelles politiques, des quotas et des délais parfois très longs. Pourtant, le besoin d'immigrants au Canada, comme je vous l'ai dit, reste vraiment réel. Dans la santé, la construction, l'ingénierie, l'agroalimentaire, les technologies, le Canada continue de chercher des infirmières, des soudeurs, des électriciens, des mécaniciens, des développeurs, des ingénieurs, mais surtout des gens qui sont prêts à s'établir ici de manière durable. Mais avant d'immigrer, c'est quand même important de savoir ce qui vous attend ici. Les coûts de la vie ont beaucoup augmenté dans les grandes villes, le logement, la nourriture, même les transports en commun. Alors les débuts peuvent parfois être exigeants et parfois bien plus qu'on aurait pu s'imaginer. Mais heureusement, si on est persévérant, ces défis ne durent pas éternellement. Avec une bonne préparation, un budget réaliste et un accompagnement professionnel, les portes finissent toujours par s'ouvrir. Alors, est-ce que le Canada reste une bonne idée pour 2026? Je vous répondrai que oui, bien sûr, mais il faut être bien préparé et bien informé. Et c'est ce qu'on voit souvent, des gens qui arrivent mal informés, on leur a fait croire des choses qui, sur le terrain, n'existent pas.
des choses que les personnes n'avaient pas mesurées. Alors c'est vraiment important d'être bien informé et bien préparé avant de venir au Canada. Et encore une fois, surtout d'être accompagné par des professionnels qui connaissent le système. Alors votre réussite dépendra surtout de la stratégie que vous allez mettre en place dans votre projet d'immigration. Encore une fois, moi je suis consultante réglementée en immigration canadienne et québécoise. J'ai fondé Ose Immigration Canada pour justement accompagner les personnes à immigrer au Canada en toute sérénité. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, si vous voulez être accompagné, si vous voulez savoir si votre profil peut intéresser le Canada, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible sur tous les réseaux. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. N'oubliez pas aussi que je vous ai mis gratuitement des e-books pour l'instant pour la demande d'asile et les permis de travail. Bien d'autres seront disponibles bientôt. Partagez la vidéo avec des personnes qui vous pensez pourraient être intéressées par le Canada. Likez et surtout dites-moi en commentaire si ces informations vous ont aidé, si vous avez appris des choses, si vous êtes toujours intéressé à venir au Canada et si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos sur des sujets particuliers. Merci à vous. Prenez bien soin de vous.